Et donc on peut avancer vers le 5e et dernier joueur du jour, c'est Joel Embiid. Le cas le plus facile peut-être du jour, en tout cas le meilleur joueur sans doute. 34 minutes de jeu en moyenne pour Joel Embiid, 39 matchs à peine. On le sait, il a été blessé et coupé dans son élan. 111 de true shooting plus, donc plus 11% d'efficacité relative à la moyenne. C'est un score historique pour un tel volume. D'ailleurs, le volume, on est à 40%. Un truc monumental, gigantesque, un volume de mammouth, une charge de responsabilité énormissime. Et pour te lancer, c'est vrai qu'on est sur un Embiid qui est toujours dans son prime et qui, à force de bien jouer comme ça, presque il mériterait un jour d'avoir un MVP, on est d'accord. Je l'ai faite pour toi, celle-là. Allez, elle me fera toujours autant rire, tu le sais très bien. Ouais. Je pense qu'en janvier 2024, Joel Embiid, c'était la meilleure saison de l'histoire de sa carrière, très certainement. Et on était là en train de le classer très haut dans l'histoire, quoi. Bientôt. Parce qu'il était à une production offensive digne d'un Wilt Chamberlain dans les années 60. Plus grosse moyenne de points inscrits par 36 minutes. Le plus gros ratio points par minute de l'histoire de la NBA. On était là, waouh, incroyable, on n'a jamais vu ça et tout, c'est fou. Y a rien à dire. Tu vois, ses stats avancées, stats sans possession, c'est génial. Il a vachement amélioré, et je pense que c'est son point de progression le plus impressionnant la saison passée, sa distribution du ballon, sa lecture du jeu. Il a vachement bossé là-dessus, et franchement, quand t'es un joueur qui sort d'une saison de MVP et que encore derrière t'arrives à te dire, tiens, je vais bosser sur ce point sur ce point-là de mon jeu qui est un peu faible. Bravo à lui. Alors il perd toujours des ballons à tour de bras, c'est un de ses gros péchés mignons. Mais ouais, absolument incroyable. Mais voilà, comme tu l'as dit, quoi, 39 matchs, c'est toujours la même histoire avec Joel Embiid, quoi. C'est magnifique, mais ça tient pas. Donc c'est chiant. Si t'es fan de Joel Embiid. C'est un peu ça, et je pense que le point principal, c'est un combo de volume et d'efficacité qui est sans doute inédit, parce que voilà, on en parle beaucoup, mais tu vois, Giannis Antetokounmpo, Jokic, etc., c'est des efficacités qui sont incroyables sur un tel volume, mais Embiid, le volume, il le pousse encore plus, le curseur du volume. C'est une charge encore supérieure, c'est pas juste 30-35% d'usage, on va monter jusqu'au 40% carrément, donc c'est assez spectaculaire, et en fait, c'est tellement inédit que souvent, un peu dans ces zones-là, tu vois, l'an dernier, pareil, 2023, c'était le seul joueur de l'histoire qui avait fait un tel score d'efficacité sur un tel volume. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, des saisons comme lui, en 2023, avec un tel volume, il n'avait quasiment pas. Donc c'est un peu... En ce sens, c'est aussi là-dessus qu'il est inédit. C'est à quel point il peut avoir encaissé une charge assez énorme et avoir ce rendement qui est fantastique, parce que il a un volume énorme. Encore cette année, il est 3e plus efficace de NBA parmi les gros volumes. Alors, évidemment, devant, il y a toujours Jokic et Antetokounmpo, ok, mais ouais, c'est un niveau d'efficacité qui est record. Tu vois, c'est assez extraordinaire. En plus, avec un aspect où c'est même pas la version un peu old school des pivots, tu sais, juste le post-up et puis ça va batailler, etc. C'est aussi un phénomène assez incroyable, parce que c'est un combo de puissance, ok, mais aussi de toucher de balle. Le toucher de balle est assez fantastique, assez soyeux pour sa taille, ce qui fait qu'il a une panoplie de lay-up, de hook shot un peu autour du panier, mais aussi il peut se mettre face au jeu. Il a un jump shot de très, très grande qualité, parce qu'il y a ce toucher qui est fantastique, et en plus il a bossé la mécanique. Mais tu vois, encore une fois, en plus cette année, 41% à 3 points, c'est pas mal, enfin c'est même très très bien, je veux dire. Mais surtout sur les longs 2, 51% sur les longs tirs à 2 points. Il faut savoir qu'en général, l'échelle va de 30% pour les moins bons à 50% pour les meilleurs, ou alors 60% si vous êtes Kevin Durant, mais grosso modo 51% sur les longs tirs à 2 points, c'est excellentissime. Il est dans cette zone-là, plus le panier, plus un aspect aussi parfois de finition off-ball, plus d'ailleurs cette année, je rajoute, il s'est mis un peu à faire des drives, parce que Nick Nurse est arrivé, il a mis en place ses schémas tactiques de un peu la weave offense, qui est beaucoup de mouvements dans le périmètre avant d'attaquer, et donc Embiid cette année fait des drives carrément. Et sur les joueurs qui ont un certain volume de drive, pas énorme, mais un petit volume de drive, c'est le plus efficace de NBA. Voilà, très simplement, parmi les petits volumes de toute la NBA, c'est le plus efficace de toute la ligue, parce qu'il y a un combo de puissance avec de la vitesse, une certaine mobilité, donc quand il se met face au jeu, c'est létal. Et puis après, il y a toujours la question des lancers francs aussi. Et là-dessus, autant il m'énerve un peu quand je le regarde, et comme tout le monde, c'est insupportable. Mais en même temps, on peut pas trop lui reprocher, c'est juste, les règles sont en place, les arbitres, ils appellent ça. Lui, il fait rien de mal, à part à jouer avec les règles, quoi. L'arbitrage NBA est insupportable là-dessus. Ouais.
qu'on soit bien d'accord. Ça, je l'ai dit d'ailleurs dans le podcast l'autre jour qu'on a fait en parlant des Jeux Olympiques là, avec Elvis Rocan. Il a fait un livre sur la Dream Team et on parlait de ça justement et ça me faisait, j'étais mort de rire devant mon écran quand je le voyais jeter ses bras en l'air et qui regardait les arbitres FIBA en se disant bah alors les gars vous sifflez pas et bah non il y a absolument pas faute quoi. C'est toi qui fais un geste qui est absolument pas qui a pas de sens quoi. Et ça m'énerve. Je t'avouerai que cette partie de son jeu, je sais pas combien de fois il va au lancer franc par match, mais c'est j'en peux plus quoi. J'en peux plus. J'en peux plus de devoir shooter des lancers francs en permanence. Ça me gave. Et je crois qu'on est sur le plus gros volume de tirs au non, il a déjà eu plus par 36 minutes, mais ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur Joel Embiid? En saison régulière, la saison régulière qu'il a fait la saison dernière, sur les 39 matchs qu'il a joué, il est absolument époustouflant. De tous les côtés où tu regardes, tous les chiffres que tu regardes, tu te dis, ce gars est le meilleur joueur de la ligue. Dans ton classement, là, on peut le mettre numéro 1. J'ai aucun problème avec ça. Je le mettrai pas numéro 1, pourquoi? Parce que, pour moi, si t'es fort en saison régulière, ok, c'est cool, c'est mignon, merci beaucoup, instant Kawhi. Kawhi, pas Kawhi Leonard, hein. Kawhi Japon. Ce gars-là, Jimmy Butler, elle est 2 fois plus en finale NBA que lui depuis que Jimmy Butler a quitté les Sixers en 2019. Salutations à Tobias Harris. C'est le seul MVP de l'histoire à n'avoir jamais remporté 2 séries de playoffs consécutives. Réfléchissez bien à ça. Et quand tu regardes sa production, la démonstration que tu viens de dire, de nous faire par rapport à Joel Embiid en la saison régulière là, qu'il vient de faire, incroyable, génial, formidable. Tu regardes sa production en playoff, c'est une catastrophe. C'est pas sa chute, il s'écroule totalement. Et ça, moi, je peux absolument pas faire fi de ça, quoi. C'est pas possible, en fait. À chaque fois, c'est la même chose. Il est blessé, il y a un truc qui va pas, et mentalement, il est ultra friable. Et ça se voit ça se voit dans les résultats, ça se voit sur ses performances sur le terrain. Et il a des très bons moments en play-off. Je dis pas, ça arrive. Bien évidemment, tu peux me sortir des matchs où il a été bon. Mais son efficacité, pour le coup, toi qui es attaché à l'efficacité, tu peux pas me dire qu'en termes d'efficacité, ça tient la route. Ouais, ça devient pas cata, je te trouve un peu sévère. Ça devient pas cata, mais effectivement, il y a une baisse significative par rapport à la régulière, mais qui est aussi un peu normale, qui arrive un peu. Il y a des chiffres qui sont atroces, hein. Atroces, qu'est-ce que t'appelles atroce? En termes d'efficacité au tir. Ouais, et de balles perdues. C'est chaud, quoi. De là où on part. Oui. Parce qu'il y a une question de le style de jeu qui se transpose pas aussi bien, aussi facilement que des Jokic, que des Curry, etc. Mais ça, c'est vraiment le style de jeu et l'aspect de isolation, l'aspect aussi de provocation de faute, que forcément, ça marche peut-être pas autant. Dans son passif, bon, on n'est pas trop là pour parler du passif, mais en effet, il y a aussi l'aspect d'endurance, en fait. Pour le coup, chez lui, tu vois, il y a des séries de playoffs qui commencent très bien, et sauf qu'à la fin, il a un peu cramé. Le Boston 2023, c'est un peu ça. Mais le truc, c'est qu'en plus, bon, malheureusement, pour cette année, il arrive un peu blessé, quoi. C'est pour le coup, tu l'as bien dit, le début de saison est fantastique. Et en effet, il revient, il est là pour les playoffs. Mais je trouve que c'est pas totalement le même Embiid, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça à tenir en compte pour cette année, quoi. C'est tout le temps la même histoire. Oui, mais ça, c'est les blessures. Mais bon. Je peux pas le quantifier, moi, ça, pour le coup, les blessures. C'est sûr. Je t'avoue. C'est sûr. Mais je suis d'accord qu'après, quand tu construis l'équipe, ça peut être un facteur. On est d'accord. Mais non, après, le truc à rajouter sur sa saison, tu l'as un peu dit, c'est par rapport au passing. Plein d'indicateurs nous disent qu'il est un peu meilleur. Je serais un peu plus tempéré que la moyenne là-dessus, parce que je pense que c'est aussi le changement de système et le fait qu'il est un peu plus mis dans certaines conditions, certaines configurations où il est amené à faire la passe, ou alors, au-delà de faire la passe, parfois c'est juste des jeux de main à main, tu vois, juste je donne la balle à un mec qui arrive vers moi, lancé, pour faire un dribble and off, genre Maxey ou autre. Bon, ça fait des assises de facto, mais
je trouve pas que les progrès soient à ce point conséquents ou faramineux comme certains indicateurs de volume peuvent le dire en termes de passing. C'est mieux, hein, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas à ce point génial. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des lectures de jeu de vraiment qu'il n'avait pas l'habitude de voir avant, et j'ai l'impression qu'il voyait des passes comme rarement il les a vues, quoi. T'as pas eu cette impression-là sur certains matchs où il avait vraiment où tu sentais vraiment qu'il avait fait un vrai effort pour comprendre ce qui se passait, quoi. Si, il y a des progrès, en effet, il y a des progrès. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est toujours pas arrivé à un niveau où c'est genre, ah ouais, le passing d'Embiid, c'est genre excellent, quoi. Tu vois, on est encore plutôt sur le... Oui, je vois bien. C'est aussi, on parle beaucoup d'efficacité, mais c'est un point important, ça aussi, le côté, à quel point est-ce que ton scoring est un peu inclus et se fond dans la synergie collective du fond de jeu. C'est pour ça que Jokic est à ce point fabuleux, c'est pour ça que Curry est à ce point fabuleux. C'est vrai que Embiid, parfois, il y a un peu ce truc de, un peu de mon côté, le scoring un peu de mon côté, et on sait que, voilà, si tu fais des prises à deux, si tu fais des schémas un peu défensifs, un peu agressifs, un peu complexes, il a pas ce niveau de lecture pour en tirer profit, donc il y a pas la même synergie, quoi. Mais en même temps, de l'autre côté, on n'en a pas trop parlé non plus, mais la défense, elle est quand même assez bonne, même si, bon, il y a quand même pas mal de matchs cette année où il est parfois irrégulier. Mais tu vois, moi j'ai pas mal de souvenirs de matchs où t'as un mec qui arrive, qui drive au panier, il fait pas le pas de côté pour aller contester, mais comme peut-être il pouvait le faire en début de carrière, il y a aussi cet aspect de voilà, le volume, ça se paye aussi à un moment donné, quoi. Si tu peux pas augmenter encore et encore et encore le curseur de volume et avoir le même niveau d'intensité en défense, et, comment dire, l'énergie est une quantité finie. Donc je pense aussi qu'on a un Embiid un peu plus irrégulier en saison régulière, mais par contre, quand il est focus, quand il est bien, on a affaire, et il faut quand même le rappeler, à un mec qui est de niveau all defense sur un poste de pivot en termes de protection de panier, et qui est encore, à mon sens, je répète, quand il est impliqué, donc pas tout le temps, mais quand il est impliqué, qui est top 3, top 5 intimidation de panier de NBA. Et ça, pour moi, c'est vrai que ça a de la valeur, parce que c'est les tirs au panier les plus rentables. Donc si tu arrives à empêcher que l'adversaire prenne des tirs au panier, ça rajoute aussi pas mal de valeur au final, quoi. Complètement, et c'est un casse-tête, Joel Embiid. C'est un casse-tête. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Et là, c'est vrai que ouais. Ses contre-performances en play-off, comme tu dis, il est blessé, machin, mais c'est tout ça. C'est tellement tout le temps que... Et puis, il s'est quand même croûté, il s'est quand même troué plusieurs fois aussi. Enfin, faut arrêter d'essayer de trouver des excuses en permanence, quoi. Il y a un moment où on est dur avec certains joueurs, faut l'être avec tout le monde dans ces cas-là, quoi. Tu peux pas avoir tu peux pas être timoré en permanence avec des joueurs parce qu'ils te sont sympathiques ou je ne sais quoi, tu vois. Et Dieu sait que Joel Embiid m'a été très longtemps sympathique, mais là, je sais pas. Il y a eu trop de contre-performances en play-off. Moi, ces performances en play-off vraiment me refroidissent tout ce qu'il a pu faire. Et encore une fois, on parle de 39 matchs en saison régulière. Qui ont été magnifiques, hein. Mais c'est 39 matchs. Et ces stats, elles sont même pas officielles sur la saison, quoi. Faut bien comprendre ça aussi, quoi. Elles sont pas retenues officiellement. Comment ça ? Je crois qu'il est pas dans les classements. 39 matchs, c'est pas assez pour être classé officiellement dans les statistiques de fin de saison. Ah, d'accord, ok. Je crois. Ouais. Tiens, je te propose, tu parles de classement ? Classement, allons sur le classement. Où est-ce qu'on le met ? Je te file la patate chaude, Josh. Ouais. Non, mais on parle de quoi alors ? Est-ce que tu peux me... Est-ce qu'à la fin du podcast, tu peux me redéfinir de quoi on parle ? Non, mais attends. Alors, on parle de quoi ? Est-ce qu'on parle de la saison régulière, du joueur de façon... Il s'inscrit dans quoi, Joel Embiid, dans ce classement ? L'impact en 2024. Donc, c'est en gros l'impact par match, le critère. Donc, tu vois... Sur tous les matchs ou que sur la saison régulière ? Non, sur tous les matchs, toute la saison. Donc, tu vois, si SGA a joué plus de matchs, c'est pas un critère parce qu'on évalue la valeur par match. Donc ça, on s'en fiche. Mais c'est toute la saison. Donc c'est régulière plus playoff. Tu en fais ce que tu veux. C'est la perf 2024, l'impact en 2024. Je le mets en dessous Doncic et potentiellement en dessous Tchegidjus. Donc, Giannis c'est 1, Doncic 2 et SGA en 3. Et donc le mettre là, le caler devant Kawhi Leonard, alors devant ce groupe Leonard, Durant, Tatum.
Et je comprendrais que quelqu'un nous entende parler, enfin m'entende dire ça et dise... Enfin non, je comprendrais pas, non. Je comprendrais pas du tout. Non, Cheeky Juice Alexander, clairement, je vois même pas comment on peut questionner la saison passée, quoi. Non, il n'y a pas à questionner, mais c'est même volume, même efficacité. Donc on est un peu sur un même rendement au final. Même si c'est vrai qu'on a quand même une certaine valeur, plus de création peut-être avec HDA, parce que ces drives étaient un peu le détonateur d'un fond de jeu collectif, ensuite qui était exploité peut-être un peu plus que Embiid pour le coup. Mais en même temps, j'aime quand même pas mal la valeur défensive d'Embiid. Donc tu vois, pour moi, la fourchette haute, assez clairement, va au-dessus de Luka Doncic. L'évaluation positive, on va dire, la pondération positive de telle ou telle qualité. Mais ça me va de le mettre par là. Ça me va de le mettre entre SGA et Kawhi Leonard. Je te rejoins. Alors, je te le rejoins. J'ai pas aimé ses playoffs à Sonics. Il m'a saoulé, Joël. Et donc non, quoi. Pas en dessous moi, personnellement, impossible de le mettre devant Luka Doncic. Ça, c'est sûr et certain. Eh bien, mettons-le là, alors. De mon point de vue. Mais tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, mais attention, il y a un flingue sur la tempe quand même. Mais pas du tout. Non, mais je plaisante, évidemment. Déjà, j'ai pas de flingue. Et déjà, on n'est pas dans la même pièce. Je plaisante. Non, mais ok, faisons comme ça. Et puis, mais puis non, mais quiz. Arrête. Fais comme bon te semble. Toi, tu t'en penses quoi au final? Ah, mais non, mais moi, je te dis, on est sur cette fourchette pour moi, entre 4 et 2, assez clairement. Mais bon, tu vois, déjà, on a déjà parlé du fait que on pourrait pourquoi pas, renégocier, rediscuter Doncic, Giannis. Donc, pour moi, si on fonctionne plutôt en termes de chapeau, je pense qu'on n'est pas à la place près. Je pense qu'on a un chapeau 1, 2, 3, 4, là, Embiid, Doncic, SGA, Giannis qui sont ensemble. L'important pour moi, c'est juste de démarquer le fait qu'il est au-dessus du chapeau suivant, en fait. Je t'avoue que c'est plus ça que pinailler sur la place près. Ouais, mais moi, j'ai envie de pinailler à fond. Comprends, parce que je comprends. Et en fait, j'ai besoin de t'entendre parler de cette différence entre la régulière et les playoffs, Joel Embiid. J'ai vraiment envie de me dire ce que tu ressens par rapport à ça. Hormis le fait qu'il est blessé ou je sais pas quoi. Il y a autre chose quand même. Il est pas blessé tout le temps, mais ça fait un peu partie de ce genre de créateurs qui justement n'ont pas trop de passing ou de synergie de mouvement et autres. Et en effet, l'efficacité en playoff, ça descend un peu, mais c'est un peu lié au style de jeu, tu vois. C'était un peu pareil Harden à l'époque. C'est un peu pareil ce genre de profil. Tu prends même des DeRozan, tu prends des Ingram, tu prends ce genre de mec de top scorer d'isolation. Ça se transpose pas autant en playoff, mais évidemment, mais pourquoi? Mais parce qu'en playoff, t'affrontes des défenses d'élite, donc t'affrontes pas des Orlando, alors que Orlando est bon maintenant, mais t'affrontes pas des Charlotte, des Washington, et etc. quoi. Donc l'échantillon est quand même de nature très différente, donc on peut aussi l'expliquer comme ça. Le passing aussi, on a vu que c'était une limite au plus haut niveau, parce que voilà, quand t'as des défenses un peu complexes qui viennent vers lui, il n'y a pas ce passing de haut niveau, même si, malgré les progrès un peu récents, comme tu l'as dit, mais il n'y a pas ce passing pour faire des très hautes lectures de haut niveau. Donc je pense que c'est aussi un peu une limite. Et puis, au-delà des blessures, moi je pense vraiment que l'aspect d'endurance, c'est un truc qui est primordial. Et ça pour le coup, c'est un peu de sa faute, la condition physique. Mais la série contre Boston 2023, il est génial. À la fin, il est cramé. Et alors que le début de série, tu vois, défensivement, c'est un des 3 meilleurs défenseurs qu'on ait jamais vu en termes d'intimidation au panier. La fin de série, le mec, il n'arrive plus à bouger. Et donc, ça fait pas totalement partie du style de jeu, de l'analyse du profil, etc. Mais de facto, ça rentre en compte sur qu'est-ce qu'on a sur le terrain, quoi. Donc c'est un peu un mélange de ça pour moi, tu vois. C'est la transposabilité de ce style de jeu qui ne se fait pas aussi fluidement qu'un Jokic, qu'un Curry ou que d'autres, le passing aussi qui est un peu manquant face à des défenses de haut niveau, le côté endurance, le côté défense aussi, même si bon, c'est un peu irrégulier, on va dire. C'est irrégulier un peu la défense, alors que en début de carrière, il était clairement au niveau all defense, très très haut niveau. C'est un peu un tout pour moi, mais bon, j'ai aussi hâte de voir est-ce qu'on pourrait pas avoir une campagne de playoff sans blessure et bien entourée. J'en rêve un peu, tu vois, parce qu'on a déjà vu quand même des bonnes campagnes, mais je te rejoins que c'est pas du même niveau que les saisons régulières. On est d'accord. Paul George et Joel Embiid dans la même équipe. Je dirais rien d'autre. Donc on le met en dessous SGA alors. On le met en dessous d'SGA, ouais. On peut le mettre en 4e, ça te va? Au-dessus du chapeau Kawhi, Tatum, Durant, Booker, Jordan Poole, etc. Au-dessus de ce chapeau. Et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tout à fait dans la logique. Et donc, petit quiz. Nous sommes le 20 janvier 2024. On est avant sa blessure, juste avant d'ailleurs, je crois. Juste avant. Et c'est une T-Mac
Tracy McGrady. Donc je jette la Quoi balle par-dessus la planche et je vais dunker une T-Mac contre Orlando. Et tu es capable de me citer cette T-Mac de Joel Embiid contre le Orlando Magic le 20 janvier 2024. Est-ce que ton poteau Tobias Harris est là? Évidemment qu'il est là. Il est toujours là. Il est plus là-bas maintenant. Kelly Oubre. Oui, Kelly. tout à fait. Maxi. Maxey n'est pas sur le terrain, c'est un autre meneur. Ah, Melton ou Non, Payne. Non plus. Non. Aucun de Oh, ceux-là. putain. C'est un meneur qui d'ailleurs depuis est en Europe maintenant. Ah, Beverley. Exactement, c'est pas de Beverley qui est sur le terrain, tout à fait. Patoche. Le dernier, c'est un capitaine. Un capitaine à la retraite. Un capitaine à la retraite. Ah, Batum. Exactement. Nicolas Cocorico, Batum. on l'a dit tout à l'heure. Exactement. J'ai changé d'indice, hein. Je sais pas si t'as vu, mais. C'est grave, t'as des ressources incroyables. Tout à fait. Et donc ça joue contre Orlando, c'est ça? Orlando, Donc, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a Franzou? Il n'est pas sur le terrain, non. Oh, alors j'arrête immédiatement de parler d'Orlando. Non, Jalen Suggs. Oui, exactement. C'est sûr qu'il est là. Banchero, le mec que t'aimes Oui. pas. Exactement, Banchero est là. C'est le vieux résumé dégueu. le mec pas sympa, quoi. Donc Banchero, Suggs. On a un fils d'eux, et c'est vraiment un fils d'eux, c'est pas un jeu de mots. Le fils d'un ancien joueur des Knicks. Ah ouais, qui commente Cole Anthony. Exactement, le fils de Greg Anthony. Tout à fait, Cole Anthony. On a un pivot. Est-ce m'a dit, moi Moritz? Non, on n'a pas Moritz, on a un autre pivot européen. Ah, Wendell Carter. Non, il est pas européen, Ah, Carter. Il est pas. Un autre pivot Il est européen. pas pivot, Wendell Carter? Si, mais il est pas européen, je te dis. On cherche un autre européen. C'est pas Maurice Wagner. Ah, Bitadze quand il était Exactement. fort, là. Goga Bitadze, tout à Quand fait. il nous a sorti. Tout d'un coup, Bitadze, c'était Vladi Divac, on savait pas pourquoi, tu vois. Ça a duré combien de temps, cette histoire? Ça a pas duré longtemps, hein. Ouh, attends, ça va revenir l'an prochain, tu vas voir. Moi, je fais partie de la secte Goga Ah Bitadze. ouais Tu vas voir. Yes. Et le Excellent. dernier, c'est dans les visiteurs. Qu'est-ce qu'il dit Christian Clavier dans les visiteurs? Sarrazin? Non. Il y a pas de joueur qui s'appelle. C'est quoi sa phrase type, Christian Clavier? C'est OK. Eh ouais, alors. Ok. OK. Oh là là. Okeke. Exactement, c'est Chuma Okeke. Putain. Comme dirait Clavier. Pardon, je m'excuse pour